J'ai dit à ma famille que nous devions réduire les dépenses s'ils s'attendaient à ce que je couvre leurs prêts hypothécaires. Quand je suis revenu, les serrures avaient été changées et mes affaires étaient dehors. Réfléchis à tes actions, ont-ils dit. Je m'appelle Sophie Dubois et j'ai 28 ans. Jamais de ma vie je ne m'attendais à me retrouver devant la maison familiale, à regarder mes affaires éparpillées sur la pelouse comme des ordures. Après 3 ans à sacrifier mes propres rêves pour éviter la saisie de leur maison, voilà ma récompense. Un mot épinglé sur ma valise disait « Réfléchis à tes actions ». La trahison m'a blessé plus profondément que n'importe quel couteau. Je leur avais tout donné, et ils m'avaient jeté. Si vous regardez ceci, merci d'aimer et de vous abonner, et dites-moi d'où vous regardez. J'ai besoin de vous raconter comment tout a commencé. Ayant grandi dans un quartier de classe moyenne à Lyon, j'ai toujours été la personne responsable. Pendant que les autres enfants dépensaient leur argent de poche en bonbons et en jouets, j'économisais le mien pour l'université. Mon père, Henri, chef d'équipe en usine, et ma mère, Marie, réceptionniste à temps partiel, étaient des gens travailleurs qui n'ont jamais vraiment maîtrisé la planification financière. Pourtant, nous avions assez, et ils étaient immensément fiers quand je suis devenu la première de notre famille à obtenir un diplôme universitaire. Après avoir obtenu mon diplôme en finance, j'ai décroché un poste d'analyste financier junior chez Stratégie Horizon, un cabinet prestigieux en ville. Mon salaire de départ était modeste, mais c'était plus que ce que l'un ou l'autre de mes parents n'avait jamais gagné. J'ai loué un petit appartement en centre-ville et j'ai commencé à construire ma carrière, voyant mes économies augmenter régulièrement. J'avais des projets, une maison à moi avant 30 ans, un portefeuille d'investissement, peut-être même une retraite anticipée. L'avenir s'annonçait radieux. Puis la crise économique a frappé. L'usine où mon père avait travaillé pendant 23 ans a réduit ses effectifs et, à 54 ans, il s'est retrouvé au chômage avec des compétences obsolètes sur un marché du travail concurrentiel. Le poste de réceptionniste de ma mère ne pouvait pas couvrir leur mensualité de crédit immobilier, surtout avec 2 autres enfants encore partiellement à leur charge. Mon jeune frère, Julien, 25 ans, avait abandonné l'IUT après 3 semestres, prétendant que ce n'était pas pour lui. Il passait d'un emploi dans le commerce de détail à un autre, n'en gardant jamais un plus de quelques mois parce que les responsables n'appréciaient pas son potentiel. Ma sœur, Clara, 22 ans, poursuivait des études d'art dans une école privée coûteuse, convaincue qu'elle serait la prochaine grande peintre française malgré un potentiel commercial limité. Quand mon père m'a appelé ce dimanche soir-là, il y a 3 ans, la voix brisée alors qu'il expliquait qu'il risquait de perdre la maison, je n'ai pas hésité. Je vais aider, ai-je promis. Juste jusqu'à ce que papa trouve un autre travail. Ce qui avait commencé comme un arrangement temporaire pour couvrir une partie de leur mensualité de crédit s'est progressivement étendu. Avec ma promotion au poste d'analyste senior est venue une augmentation de salaire substantielle, me permettant de soutenir ma famille tout en conservant mon propre appartement. J'étais fier d'être leur filet de sécurité, leur protectrice. Tu es notre ange gardien, disait maman lors de nos dîners du dimanche, servant mon pot-au-feu préféré en guise de remerciement. Papa levait son verre en trinquant, à Sophie, la Dubois la plus réussie à ce jour. Même mon frère et ma sœur montraient leur appréciation à leur manière. Julien lavait ma voiture de temps en temps, et Clara avait peint un portrait de moi qui trônait en bonne place dans le salon. Je me sentais importante, valorisée, nécessaire. Ce n'est que temporaire, me rappelais-je chaque mois en transférant le paiement du crédit. Ils vont bientôt se remettre sur pied. 6 mois plus tard, papa trouva un travail à temps partiel dans un magasin de bricolage, gagnant environ un tiers de son salaire précédent. C'est quelque chose, disait-il avec un optimisme forcé. Chaque petit geste compte. Mais la situation financière de la famille ne s'améliora pas de manière significative. Maman avait développé de l'arthrite qui limitait ses heures de travail. Julien restait chroniquement sous-employé. Clara avait besoin de fournitures artistiques et de frais de participation à des expositions qui pourraient être sa grande chance. J'ai commencé à couvrir plus que le crédit, les factures d'électricité, l'assurance auto, les courses. Mes propres objectifs financiers s'éloignaient de plus en plus, mais je me disais que ce sacrifice en valait la peine. La famille passe avant tout, n'est-ce pas? Au mariage d'un cousin, ma tante Brigitte m'a prise à part. Tu en fais trop pour eux, m'a-t-elle averti. Ils doivent se débrouiller seuls. J'ai écarté son inquiétude d'un rire. Ils feraient la même chose pour moi. Pourtant, parfois, dans les moments calmes avant de dormir, je me demandais si c'était vrai. Ferait-il les mêmes sacrifices que moi? La question me mettait mal à l'aise,
alors je la repoussais. C'était ma famille. Bien sûr qu'il le ferait. Alors que le premier anniversaire de notre arrangement approchait, je m'attendais à des changements. Peut-être que papa trouverait un meilleur emploi, que Julien s'installerait dans une carrière, ou que maman discuterait d'un plan pour reprendre progressivement la responsabilité financière. Au lieu de cela, lors de notre dîner d'anniversaire, maman annonça qu'il pensait à rénover la cuisine. Rien d'extraordinaire, m'assura-t-elle. Juste de nouveaux plans de travail et appareils électroménagers. Ceux que nous avons sont tellement démodés. Je clignai des yeux, surprise. Ça a l'air cher. Es-tu sûr que c'est le bon moment? Ça fait 15 ans qu'on vit avec cette vieille cuisine, intervint papa. On mérite bien une petite amélioration, tu ne crois pas? Et Sophie réussit si bien au travail, ajouta fièrement maman. Ce ne serait pas comme si c'était un fardeau. Je souris crispé et changeai de sujet. Mais cette nuit-là, en rentrant à mon appartement, un sentiment troublant m'envahit. Quelque chose avait changé dans notre dynamique, mais je n'arrivais pas à identifier quoi exactement. La rénovation de la cuisine n'a jamais eu lieu, j'ai réussi à les en dissuader gentiment, mais des suggestions similaires sont apparues de plus en plus fréquemment. Papa avait besoin d'un nouveau bateau de pêche car l'ancien n'était pas sûr. Maman méritait des vacances en croisière après tout ce qu'elle avait enduré. Julien voulait tenter l'entrepreneuriat mais avait besoin d'un capital de démarrage. Clara avait besoin d'un atelier en dehors de la maison car l'énergie créative à la maison était étouffante. J'ai décliné la plupart de ces demandes, mais à chaque refus, je sentais un refroidissement subtil dans nos interactions. Les appels téléphoniques sont devenus plus courts, les dîners du dimanche semblaient tendus. Pourtant, je me disais que tout allait bien. Après tout, je maintenais leur maison en sécurité, leurs lumières allumées, de la nourriture sur leur table. C'est ce qui comptait. 2 ans après le début de notre arrangement, j'ai reçu une autre promotion, gestionnaire de portefeuille senior. L'augmentation de salaire était substantielle et j'ai célébré en emmenant la famille dans un restaurant chic du centre-ville. Tandis que le champagne coulait, leur enthousiasme et leur affection aussi. J'ai toujours su que tu réussirais, rayonnait papa. La détermination des Dubois. Nous sommes si bénis de t'avoir, ajouta maman en me serrant la main par-dessus la table. Cette nuit-là, porté par leur fierté et la promesse de ma trajectoire de carrière, j'ai fait taire la petite voix du doute. Oui, cette situation n'était pas idéale, mais nous nous en sortions. La famille se soutient. C'était temporaire, cela prenait juste plus de temps que prévu. Finalement, les choses s'équilibreraient. Je n'aurais pas pu imaginer alors à quel point cet équilibre changerait radicalement, ni à quelle vitesse je me retrouverais seul, enfermé à l'extérieur de la maison même pour laquelle j'avais fidèlement payé, entouré de mes affaires et de ce mot cruel, réfléchis à tes actions. 6 mois avant de me retrouver enfermé hors de la maison familiale, j'ai commencé à remarquer des schémas alarmants dans leurs habitudes de dépenses. Ce qui avait été des folies occasionnelles était devenu une extravagance routinière, tout cela discrètement permis par mon soutien financier. Papa est rentré un week-end avec un bateau de pêche flambant neuf d'une valeur de 14 000 €, remplaçant celui, dangereux, dont il s'était plaint. Quand je lui ai demandé comment il pouvait se le permettre, il a mentionné nonchalamment un prêt personnel. Le taux d'intérêt est raisonnable, m'a-t-il assuré. Et je mérite quelque chose de bien après tout ce que j'ai traversé. Maman a arrêté d'acheter des vêtements dans les grands magasins et a développé un goût pour les marques de créateurs. J'ai découvert un reçu de 500 € du printemps dans la cuisine et l'ai gentiment interrogé à ce sujet. J'ai porté des vêtements bon marché toute ma vie, a-t-elle répondu sur la défensive. Maintenant que nous sommes enfin stables, je devrais pouvoir m'offrir de belles choses. Les mots « nous sommes enfin stables » m'ont fait l'effet d'une douche froide. Leur stabilité provenait entièrement de mon salaire. Pourtant, ils en parlaient comme d'une réussite collective ou d'un coup de chance plutôt que de mon sacrifice délibéré. Julien a quitté un autre emploi, son 3e cette année-là, parce que son manager lui avait manqué de respect en lui demandant de travailler un week-end férié. Il est resté au chômage pendant 2 mois, période pendant laquelle il a acheté une nouvelle console de jeux et plusieurs jeux coûteux. La recherche d'emploi est stressante, a-t-il expliqué lorsque j'ai haussé un sourcil devant l'achat. J'ai besoin de quelque chose pour me changer les idées face au rejet. Les dépenses d'études artistiques de Clara augmentaient régulièrement. Au-delà des frais de scolarité, qui étaient principalement couverts par des prêts étudiants, il y avait des demandes constantes de matériel spécialisé, de frais d'atelier et de frais de soumission à des galeries. Lorsqu'elle a demandé 1 800 € pour assister à une retraite artistique à Aix-en-Provence,
affirmant que cela lui fournirait des opportunités de réseautage inestimables, j'ai accepté à contre-cœur. Pendant ce temps, mes propres objectifs financiers prenaient la poussière. Le fonds d'apport personnel pour ma propre maison restait stagnant. Mon portefeuille d'investissement progressait à une fraction du rythme recommandé par les conseillers financiers pour quelqu'un de mon âge. Mon fonds d'urgence avait été épuisé et reconstitué d'innombrables fois, car les urgences familiales survenaient avec une régularité suspecte. Les pressions professionnelles s'intensifiaient alors que j'acceptais des projets et des clients supplémentaires, espérant augmenter mes revenus pour suivre le rythme des attentes croissantes de ma famille. J'ai commencé à travailler 60 heures par semaine, rentrant épuisé pour trouver une autre facture ou une demande m'attendant dans ma boîte de réception. Lors d'un rare apéritif avec mon amie Stéphanie Leroy, je lui ai confié certaines de mes frustrations. « Sophie, je vais être directe parce que je t'aime », dit Stéphanie en posant fermement son verre de vin. « Il profite de toi. » « Ce n'est pas juste, » protestai-je automatiquement. « Il traverse une mauvaise passe. » « Depuis 3 ans. » Stéphanie haussa un sourcil. « Ce n'est pas une mauvaise passe. C'est un style de vie. Et c'est toi qui le finances tout en mettant ta propre vie entre parenthèses. »« C'est ma famille, » dis-je, comme si cela expliquait tout. La famille se soutient dans les moments difficiles. Bien sûr, mais cela semble à sens unique. Que font-ils pour améliorer leur situation? Ton père cherche-t-il activement un meilleur travail? Ton frère développe-t-il des compétences? Ta sœur réfléchit-elle à la manière dont elle subviendra à ses besoins avec un diplôme d'art? Je me tortillais mal à l'aise sur mon siège. Ils essaient. Vraiment? Stéphanie se pencha en avant. Où ont-ils trouvé qu'il est plus facile de compter sur toi? Tu les encourages dans cette voie, Sophie, et plus tu le feras longtemps, plus il sera difficile de changer le schéma. J'ai rejeté ses préoccupations en apparence, mais ces mots ont persisté. Cette nuit-là, en examinant mon tableur budgétaire, j'ai calculé que j'avais contribué à plus de 75 000 € aux dépenses de ma famille au cours des 3 dernières années. Le chiffre m'a donné le vertige. Le dîner du dimanche suivant, maman annonça qu'elle envisageait à nouveau une rénovation de la cuisine, me montrant d'élégantes photos de catalogues de plans de travail en marbre et d'appareils électroménagers de qualité professionnelle. On ne s'attendrait pas à ce que tu couvres tout, dit-elle, comme si c'était généreux. Juste à aider avec le financement. Quelque chose en moi craqua. Maman, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour des rénovations majeures. Je couvre déjà le crédit et la plupart de vos factures. Ajouter plus de dépenses ne semble pas responsable. Son expression passa de l'excitation à la blessure. Je pensais que tu serais heureuse pour nous, de vouloir améliorer notre maison. Il ne s'agit pas de bonheur, essayai-je d'expliquer. Il s'agit de réalité financière. Papa est toujours sous-employé, Julien ne contribue pas de manière constante. Et les études de Clara coûtent cher. S'endetter pour des choses non essentielles n'est pas judicieux en ce moment. Alors nous sommes juste censés vivre dans une maison démodée parce que tu le dis? La voix de maman prit un ton blessé que j'entendais de plus en plus souvent. Nous ne pouvons rien avoir de bien parce que tu tiens les cordons de la bourse. Ce n'est pas ce que j'ai dit, répondis-je, sentant un nœud familier de frustration et de culpabilité. Je suggère simplement que nous donnions la priorité aux besoins plutôt qu'aux désirs jusqu'à ce que la situation de chacun s'améliore. Tu nous fais passer pour des profiteurs, intervint papa, le visage rouge. Après tout ce que nous avons fait pour toi, t'élever, te payer tes études. Je suis reconnaissante pour tout, l'assurai-je rapidement. Mais l'université, c'était surtout des bourses et mon propre job étudiant, tu te souviens? Et je suis heureuse d'aider pour l'essentiel. Je pense juste que les luxes devraient attendre. La soirée se détériora à partir de là. Je suis parti en me sentant comme la méchante pour avoir suggéré la responsabilité fiscale, tout en transférant simultanément de l'argent de mes économies pour couvrir leurs taxes foncières qu'ils avaient oubliées. En rentrant chez moi, un ressentiment croissant luttait contre la culpabilité. Étais-je égoïste, contrôlante, ou Stéphanie avait-elle raison? Étais-je en train de cautionner des schémas destructeurs? Cette nuit-là, j'ai créé une feuille de calcul documentant chaque euro que j'avais versé à ma famille au cours des 3 dernières années. Le total était stupéfiant. J'aurais pu posséder une maison sans emprunt dans certaines régions du pays. J'aurais pu créer ma propre entreprise. J'aurais pu beaucoup voyager. Au lieu de cela, j'avais un compte d'épargne anémique, un stress croissant et une famille qui semblait considérer mon soutien financier non pas comme une aide généreuse, mais comme leur dû.
Pourtant, je me disais qu'ils étaient ma famille. Ils feraient la même chose pour moi, n'est-ce pas? La question me hantait plus fréquemment maintenant, surtout que je remarquais à quelle vitesse leur chaleur se refroidissait lorsque je remettais en question ou refusais une demande. Leur amour était-il conditionné à mon soutien financier? La pensée était trop douloureuse pour être examinée de près. Je décidai d'avoir une conversation sérieuse sur les limites et les attentes, mais quelque chose m'en empêchait toujours, papa ayant l'air particulièrement fatigué, maman mentionnant ses douleurs arthritiques, Julien obtenant enfin un entretien d'embauche, Clara recevant une reconnaissance pour son travail artistique. Le bon moment ne semblait jamais arriver, jusqu'à ce que les circonstances me forcent la main d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. L'email est arrivé un mardi matin. Son objet, d'une fadeur inquiétante, annonce importante de l'entreprise. Veuillez lire. Stratégie Horizon, mon employeur depuis 6 ans, subissait une restructuration majeure suite à la perte de plusieurs clients clés. Il y aurait des regroupements de départements, des suppressions de postes, et la phrase qui me glaça le sang, ajustement de rémunération. Mon patron, Marc Bertrand, m'appela dans son bureau cet après-midi-là. Son expression était sombre alors que je m'asseyais en face de son bureau. Sophie, tu sais que j'apprécie énormément ton travail, commença-t-il, un préambule qui signalait immédiatement de mauvaises nouvelles. Tu es l'une de nos analystes les plus solides, et je me suis battu pour ton poste, mais, insistai-je, la gorge sèche. Mais la direction a imposé une réduction de 15% des budgets départementaux. J'ai réussi à préserver tous les postes actuels, mais cela signifie des ajustements de salaire pour tout le monde. Il fit glisser un document sur le bureau. Voici ta nouvelle grille de rémunération, applicable le mois prochain. Le chiffre en bas représentait une baisse de 20% de mon salaire, près de 20 000 € par an. Mes mains devinrent froides alors que je calculais mentalement ce que cela signifiait pour mon précaire équilibre financier. Y a-t-il une marge de négociation? Demandai-je, m'efforçant de garder une voix stable. Marc secoua la tête avec regret. C'était soit ça, soit éliminer 2 postes juniors. J'ai pensé que c'était plus équitable. Si les conditions du marché s'améliorent, nous réexaminerons la rémunération le trimestre prochain. J'acquiesçai machinalement, signer l'avenant à mon contrat de travail et réussir j'andouille à regagner mon bureau sans m'effondrer. Les implications étaient dévastatrices. Je pouvais à peine maintenir mes arrangements actuels avec mon plein salaire. Avec cette réduction, quelque chose devrait céder. Ce soir-là, j'étalai mes documents financiers sur ma table de salle à manger, relevés bancaires, feuilles de calcul budgétaire, registre de paiement de factures. Les chiffres racontaient une histoire crue. Entre mon loyer, le paiement de ma voiture, mes prêts étudiants et le soutien familial, j'étirais déjà chaque euro à sa limite. Une réduction de 20% de mes revenus briserait complètement cet équilibre fragile. J'ai envisagé scénario après scénario, cherchant une solution viable. Déménager dans un appartement moins cher? La pénalité de résiliation de bail annulerait les économies à court terme. Refinancer mon prêt auto? L'augmentation du taux d'intérêt coûterait plus cher à long terme. Réduire le soutien familial? La pensée me noua l'estomac, mais semblait de plus en plus être la seule option réaliste. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec Hélène Chevalier, une conseillère financière recommandée par une collègue. Son bureau était modeste mais professionnel, son attitude directe mais compatissante. En regardant votre situation financière, dit-elle après avoir examiné mes documents, vous êtes en fait en situation de crise. Vous portez le fardeau financier de 5 adultes sur un seul revenu, et maintenant ce revenu est considérablement réduit. C'est ma famille, dis-je par réflexe. Je comprends la loyauté familiale, répondit Hélène, le ton doux. Mais il y a une différence entre aider sa famille à traverser des difficultés temporaires et cautionner une dépendance financière à long terme. D'après ce que vous m'avez dit, cet arrangement dure depuis 3 ans avec un effort minimal de la part des membres de votre famille pour améliorer leur situation. Ils ont eu des revers, défendis-je faiblement. Tout le monde a des revers, rétorqua-t-elle. La question est de savoir comment ils y réagissent. Travaillent-ils activement pour devenir autonomes, ou se sont-ils installés dans une dépendance envers vous? La question flottait douloureusement dans l'air. Voici ce qui m'inquiète le plus, poursuivit Hélène en pointant ma feuille de calcul. Vous avez épuisé votre fonds d'urgence à plusieurs reprises. Vous avez interrompu vos cotisations de retraite. Vous avez retardé vos propres objectifs de vie majeurs. Et pendant ce temps,
les dépenses de votre famille suggèrent qu'ils n'apprécient pas pleinement les sacrifices que vous faites. Elle se pencha en avant, son expression sérieuse. Sophie, si vous continuez sur cette voie avec des revenus réduits, vous serez endetté par carte de crédit d'ici 3 mois. D'ici 1 an, vous pourriez vous-même faire face à de graves difficultés financières. Vous ne pouvez pas vous immoler par le feu pour réchauffer les autres. J'ai quitté son bureau avec un plan de redressement financier complet et une seule recommandation inévitable, je devais réduire considérablement et immédiatement mon soutien financier à ma famille. Ce soir-là, j'ai appelé ma tante Diane, la sœur de ma mère et celle qui disait les vérités dans la famille. Contrairement à mes parents, Diane s'était construit une vie financière stable grâce à une planification minutieuse et à l'établissement de limites. Je ne suis pas surprise, soupira-t-elle lorsque je lui expliquai ma situation. C'est un schéma dans notre famille qui remonte à des générations. Tes grands-parents ont fait la même chose à ta mère jusqu'à ce que je l'aide à établir des limites. J'espérais que le cycle ne se poursuivrait pas avec toi. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu, demandai-je, la blessure évidente dans ma voix. Aurais-tu écouté? La question de Diane était douce mais pertinente. Il y a 3 ans, quand cela a commencé, tu étais déterminée à être la sauveuse de la famille. Tu avais besoin de voir le schéma par toi-même. Mais c'est ma famille, insistai-je, les larmes montant. Je ne peux pas simplement les abandonner. Établir des limites saines n'est pas un abandon, corrigea fermement Diane. C'est en fait la chose la plus aimante que tu puisses faire en ce moment. Tu cautionnes des comportements qui les maintiennent dépendants et empêchent leur croissance. Le véritable amour signifie parfois dire non. Nous avons parlé pendant des heures, Diane partageant une histoire financière familiale que je n'avais jamais connue. Comment ma grand-mère avait manipulé financièrement ma mère. Comment ma mère avait répété les schémas avec mon père. Comment mon frère et ma sœur avaient été élevés avec des attentes irréalistes concernant l'argent. Brise le cycle, Sophie, insista Diane avant que nous ne raccrochions. Ce ne sera pas facile, et ils ne te remercieront pas au début, mais s'il y a un espoir pour des relations familiales plus saines, cela commence par l'honnêteté financière. Au cours de la semaine suivante, je me suis préparé avec diligence pour ce que je savais être une conversation difficile. J'ai créé un budget détaillé montrant ma réduction de revenus et les dépenses nécessaires. J'ai élaboré une proposition raisonnable de réduction du soutien familial non pas éliminé, mais considérablement diminué. J'ai recherché des opportunités d'emploi pour mon père et mon frère, compilé des ressources pour les programmes d'aide financière et recueilli des informations sur les options de logement abordables au cas où ils auraient éventuellement besoin de déménager dans plus petit. J'ai répété mon approche à plusieurs reprises, essayant d'anticiper leurs réactions et de préparer des réponses compatissantes mais fermes. Je me suis rappelé qu'il ne s'agissait pas d'abandonner ma famille, mais d'établir un soutien durable qui ne détruirait pas mon propre avenir financier. La veille de notre réunion de famille prévue, j'ai appelé Stéphanie pour un soutien moral. Il pourrait se mettre en colère, admis-je, l'anxiété me serrant la poitrine. Il pourrait dire que je ne les aime pas, quiconque assimile l'amour à un soutien financier illimité ne comprend pas ce qu'est réellement l'amour, répondit Stéphanie. Tiens bon, Sophie. Cela fait longtemps que ça aurait dû être fait. J'ai terminé l'appel en me sentant à la fois terrifié et résolu. Quelque chose devait changer. Je n'avais simplement pas anticipé à quel point ce changement serait radical, ni à quelle vitesse la famille pour laquelle j'avais tout sacrifié révélerait la nature conditionnelle de son affection. Le dîner du dimanche avait toujours été sacré dans notre famille, le seul moment de la semaine où nous nous réunissions tous autour de la table à manger en chaîne qui appartenait à notre famille depuis 3 générations. Ce dimanche-là, alors que je posais une bouteille de vin sur la table, mes mains tremblaient légèrement. Le dossier contenant mes propositions de budget et ma documentation financière était posé à côté de mon assiette comme une bombe à retardement. Maman avait préparé mon plat préféré, un pot-au-feu avec des pommes de terre et sa sauce spéciale, ce qui ne faisait qu'intensifier ma culpabilité. Allais-je vraiment perturber cette harmonie familiale? Mais l'avertissement d'Hélène résonnait dans mon esprit, la ruine financière m'attendait si je continuais sur la voie actuelle. Ça a l'air délicieux, maman, dis-je alors que nous prenions tous place, papa en bout de table, maman à sa droite, Julien et Clara en face de moi. Seulement le meilleur pour notre soutien de famille, répondit papa en levant son verre pour le toast habituel en mon honneur. Ces mots, autrefois réconfortants, me semblaient maintenant inconfortablement transactionnels. Nous avons traversé les hors-d'œuvre avec une conversation décontractée, la nouvelle perspective d'emploi de Julien, l'exposition d'art à venir de Clara, les projets de pêche de papa. Alors que maman servait le plat principal,
je pris une profonde inspiration. C'était le moment. Je dois vous parler de quelque chose d'important, commençai-je, ma voix plus assurée que je ne l'avais prévu. Il y a eu des changements au travail qui affectent notre situation financière. 8 yeux se tournèrent vers moi avec des degrés d'intérêt variables. L'entreprise se restructure et mon salaire a été réduit de 20%, continuai-je. Ce n'est pas un reflet de mes performances, juste la réalité économique. Mais cela signifie que nous devons apporter quelques ajustements à nos arrangements financiers. Maman posa la saucière, son expression inquiète. Quel genre d'ajustement? J'ouvris mon dossier et sortis les feuilles de budget que j'avais préparées. J'ai élaboré un plan qui me permet de continuer à aider pour l'essentiel tout en maintenant ma propre stabilité financière. Je peux contribuer à la moitié de ce que je payais pour le crédit, mais je ne peux plus couvrir les charges et les extras. Le silence qui suivit fut assourdissant. La moitié, dit finalement papa, son ton incrédule. Tu t'attends à ce que nous couvrions la moitié du crédit, soudainement? Pas soudainement, précisai-je. J'ai esquissé un plan de transition de 3 mois, et j'ai recherché des opportunités qui pourraient t'aider. Je fis glisser des offres d'emploi vers papa et Julien. Ces entreprises embauchent dans vos domaines avec des salaires compétitifs. Julien ricana, repoussant le papier sans le regarder. Encore des postes de responsable de magasin? Non merci. Ce sont des postes de débutants en entreprise, corrigeai-je. Avec votre expérience, vous seriez qualifié. Ils offrent des avantages et des perspectives d'évolution. Alors tu as décidé de nos carrières pour nous maintenant? La voix de papa avait pris un ton que j'entendais rarement. D'abord tu coupes notre soutien financier, ensuite tu dictes les emplois que nous devrions prendre. Je ne dicte rien, dis-je, luttant pour garder un ton calme. J'offre des options. La réalité est que je ne peux pas continuer à soutenir tout le monde au niveau actuel. Mon salaire ne le permet pas. Alors trouve un autre travail, intervint Clara. Ou demande une augmentation. Il doit y avoir quelque chose que tu puisses faire, à part nous abandonner. Le mot « abandonner » me piqua. Je n'abandonne personne. J'ajuste le soutien à un niveau que je peux maintenir. Et j'ai couvert toutes vos dépenses pendant 3 ans. Ce n'est guère un abandon. Nous ne t'avons jamais demandé de faire ça, dit maman doucement. Je la fixai, incrédule. Papa m'a appelé en pleurant parce qu'il allait perdre la maison. Vous m'avez remercié à plusieurs reprises d'avoir maintenu la famille à flot. Chaque mois, je transfère de l'argent pour les factures. Comment cela n'est-il pas une demande? Nous pensions que tu étais heureuse d'aider la famille, dit papa, son expression s'assombrissant. Il s'avère que tu tenais les comptes depuis le début. Il ne s'agit pas de tenir les comptes, insistai-je, la frustration montant. Il s'agit de réalité financière. Regardez ces chiffres. Je pointai ma feuille de budget. Avec mon salaire réduit, continuer au niveau de soutien actuel me laisserait 280 € par mois pour toutes mes dépenses personnelles, nourriture, essence, tout. Ce n'est pas viable. Donc ton confort est plus important que la sécurité de notre logement? Les yeux de maman s'emplirent de larmes. Le chantage affectif était familier, mais cette fois, je le reconnus pour la manipulation qu'il était. Il ne s'agit pas d'importance ou de priorité. Il s'agit de créer un arrangement durable où chacun contribue selon ses capacités. Facile à dire depuis ton appartement chic en centre-ville, marmonna Julien. Mon appartement chic est un 2 pièces que j'ai dépassé il y a des années, mais que j'ai gardé parce que déménager dans plus grand signifierait moins d'argent pour le soutien familial, rétorquai-je, la chaleur montant à mon visage. J'ai reporté l'achat d'une maison, la constitution d'une épargne retraite, même la prise de vacances, tout cela pour aider cette famille. Et maintenant que je ne peux physiquement plus continuer au même niveau, on me traite comme si j'étais égoïste. Tu nous fais la leçon sur les finances comme si nous étions des enfants, dit papa, la voix s'élevant. Je gérais l'argent avant ta naissance. L'ironie de cette affirmation, compte tenu de notre situation actuelle, était stupéfiante, mais je ravalais une répartie. Je ne fais pas la leçon. J'explique ma réalité. Je veux continuer à aider, juste à un niveau que je peux me permettre. Et la rénovation de la cuisine, demanda maman, la voix faible. Nous avions déjà choisi les plans de travail. Qu'elle se concentre sur ce luxe plutôt que sur notre sécurité financière collective cristallisa tout pour moi. La rénovation de la cuisine devrait être le cadet de nos soucis en ce moment. Nous parlons de sécurité de base du logement.
J'exposai ma proposition, je continuerai à contribuer au crédit à un taux réduit, je les aiderai à créer un budget familial, j'aiderai Julien et papa à trouver un meilleur emploi, et j'explorerai les options de bourse pour le reste des études de Clara. De plus, je suggérais qu'ils envisagent de déménager dans plus petit ou de prendre un locataire pour un revenu supplémentaire. À chaque suggestion, leurs expressions devenaient plus froides. Donc, en gros, tu contrôles nos vies maintenant parce que tu tiens les cordons de la bourse, résuma amèrement Clara. Ce n'est pas du tout ce que je dis, insistai-je, le désespoir s'insinuant dans ma voix. J'essaie de trouver des solutions qui fonctionnent pour tout le monde. Des solutions qui fonctionnent pour toi, tu veux dire, corrigea papa en s'éloignant de la table. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, c'est comme ça que tu nous rembourses? En nous abandonnant quand les choses deviennent un peu difficiles pour toi? Un peu difficile, répétai-je, incrédule. Je fais face à une baisse de salaire de 20% et je porte cette famille financièrement depuis 3 ans. Comment cela est-il un peu difficile? Si tu nous aimais, tu trouverais un moyen, dit doucement maman, les mots atterrissant comme un coup physique. L'amour n'est pas un distributeur automatique illimité, répondis-je, la voix brisée. Je vous aime. C'est pourquoi j'essaie de trouver une solution durable au lieu de continuer jusqu'à ce que je sois complètement ruiné. La conversation se détériora davantage. Papa me traita d'égoïste et d'ingrate. Maman pleura doucement, intervenant occasionnellement pour dire qu'elle avait dû échouer en tant que mère pour que je les traite de cette façon. Julien fit des commentaires désobligeants sur mes véritables priorités. Clara finit par monter en trombe, criant par-dessus son épaule que je n'avais clairement jamais soutenu ses rêves artistiques. Après une heure d'arguments circulaires et d'émotions croissantes, je me levai, rassemblant mes propositions de budget intactes. Je pense que nous avons tous besoin d'un peu d'espace pour digérer cela. Parlons-en à nouveau demain, quand tout le monde sera plus calme. Je vous aime tous et je veux trouver une solution qui fonctionne, mais l'arrangement actuel n'est tout simplement pas viable avec mes revenus réduits. Tu fuis le problème, contesta papa. Non, je nous empêche de dire des choses que nous regretterons, répondis-je calmement. Je reviendrai demain après-midi et nous pourrons en discuter rationnellement. En rentrant chez moi, les larmes brouillaient ma vision. J'avais anticipé de la résistance, voire de la colère, mais le niveau de manipulation émotionnelle m'avait prise au dépourvu. Leur amour, semblait-il, était au moins partiellement conditionné à mon soutien financier. Pourtant, je m'accrochais à l'espoir qu'après une nuit de réflexion, ils verraient le caractère raisonnable de ma position. Nous étions une famille, après tout. Nous allions surmonter cela ensemble, trouver un compromis qui préserverait à la fois les relations et la stabilité financière. Je n'aurais pas pu imaginer que le lendemain après-midi, je me retrouverais sans abri, sauf au sens technique du terme, regardant un tas de mes biens d'enfance sur la pelouse et un mot qui changerait à jamais ma compréhension de la loyauté familiale. Le lendemain se leva avec un optimisme timide. Après une nuit presque blanche, j'avais révisé mon approche, adoucissant certaines des contraintes budgétaires et développant un plan de transition plus progressif. J'ai acheté du café et des viennoiseries à la boulangerie préférée de mes parents en guise d'offrande de paix. En tournant dans la rue de mon enfance, quelque chose semblait anormal. De loin, je pouvais voir un tas de quelque chose sur notre pelouse. En me rapprochant, mon cœur commença à s'emballer alors que la reconnaissance se faisait jour. Des vêtements, des livres, des photos encadrées, mes affaires. Je me garais n'importe comment sur le trottoir et me précipitais vers le tas, l'incrédulité laissant place à une compréhension horrifiée. Toutes mes affaires d'enfance, tout ce que j'avais laissé chez mes parents, avait été jeté sans cérémonie sur la pelouse. Mes annuaires de lycée, mes albums photos, le couvre-lit fait par ma grand-mère, des récompenses et des trophées, même les vêtements de rechange que je gardais là pour les nuitées. En état de choc, j'approchai de la porte d'entrée. La clé de la maison que j'avais depuis le lycée était serrée dans ma main tremblante. Elle ne fonctionnait pas. La serrure avait été changée. Ça ne peut pas arriver, murmurai-je, essayant à nouveau la clé, puis encore, comme si la répétition pouvait changer le résultat. J'ai sonné, puis frappé, les appels s'intensifiant progressivement jusqu'à devenir des coups sourds alors que la panique s'installait. Maman, papa, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Nous devons en parler. Le rideau de la fenêtre du salon bougea légèrement. J'entrevis le visage de ma mère, pâle et tiré, avant qu'elle ne referme rapidement le rideau. Maman, s'il te plaît, appelai-je, la voix brisée. Au moins, parle-moi. Aucune réponse ne vint de l'intérieur de la maison.
Les voisins commençaient à jeter des regards par leurs fenêtres au vacarme. La honte me brûla alors que je réalisais que je faisais une scène. En me retournant vers le tas de mes affaires, je remarquai une enveloppe blanche épinglée à mon vieux sac à dos. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite, de l'écriture soignée de ma mère, Sophie, nous avons réfléchi à la conversation d'hier et trouvons tes nouvelles conditions inacceptables. Après tout ce que nous avons fait pour toi, ton égoïsme est profondément décevant. Quand tu seras prête à réfléchir à tes actions et à remplir tes responsabilités envers cette famille, nous pourrons parler. D'ici là, nous pensons qu'il est préférable que nous ayons un peu d'espace. Maman et papa. Les mots se brouillèrent alors que les larmes emplissaient mes yeux. Responsabilité envers cette famille. Pas amour, pas soutien mutuel. Responsabilité. Comme si je leur devais un soutien financier en remboursement de m'avoir élevé. Sophie, tout va bien? Je me retournai pour trouver Thomas Fournier, mon voisin d'enfance, qui regardait avec inquiétude. Nous avions grandi ensemble, grimpant aux mêmes arbres, faisant du vélo sur les mêmes trottoirs. Maintenant, il était témoin de mon humiliation. Ma famille. Commençai-je, puis m'arrêtai, incapable d'articuler la trahison. Ils m'ont enfermé dehors. Thomas examina la scène, la compréhension se faisant jour. Laisse-moi t'aider à récupérer tes affaires avant qu'il ne pleuve. Mon camion est dans l'allée. J'acquiesçai avec gratitude, trop choqué pour l'orgueil. Ensemble, nous avons rassemblé mes possessions éparpillées, les chargeant dans sa camionnette. Pendant que nous travaillions, j'essayais d'appeler chaque membre de ma famille à plusieurs reprises. Tous tombaient directement sur la messagerie vocale. Ils ont bloqué mon numéro, réalisai-je à voix haute, regardant mon téléphone avec incrédulité. Que s'est-il passé? Demanda doucement Thomas alors que nous chargions la dernière de mes affaires. Je leur ai dit que je devais réduire mon soutien financier à cause d'une baisse de salaire, expliquai-je, les mots semblant insuffisants pour expliquer une réaction aussi dramatique. Nous nous sommes disputés, mais je pensais que nous en reparlerions aujourd'hui. Je n'aurais jamais imaginé. Il dépendait de toi, demanda-t-il. J'acquiesçai. 3 ans, crédit, charges, extra. Mais mon entreprise réduit ses effectifs et je ne peux pas maintenir le même niveau de soutien. Je pensais que nous pourrions discuter d'alternatives. Par alternative, tu veux dire qu'ils deviennent financièrement responsables d'eux-mêmes, précisa Thomas, son ton suggérant qu'il comprenait le vrai problème. Partiellement, oui. Ou du moins qu'ils partagent le fardeau de manière plus équitable. Une nouvelle vague de larmes menaçait. Je n'aurais jamais pensé qu'ils choisiraient l'argent plutôt que moi. Alors que Thomas me ramenait à mon appartement, la pluie commença à tomber, comme si l'univers soulignait le drame du moment. Je regardais par la fenêtre, le téléphone à la main, m'attendant toujours à ce que quelqu'un appelle pour dire que tout cela n'était qu'un terrible malentendu. Au lieu de cela, j'ai reçu une notification de Facebook. Curieuse, j'ai ouvert l'application pour découvrir que ma mère avait publié un statut vague mais pointu, le cœur brisé quand ceux pour qui vous avez tout sacrifié vous abandonnent dans le besoin. La famille devrait signifier plus que l'argent. La section des commentaires débordait de réponses compatissantes de parents et d'amis de la famille, beaucoup me taguant directement avec des messages déçus ou en colère. Le récit avait déjà été établi, j'étais la fille égoïste qui avait abandonné sa famille dans le besoin. Ils me font passer pour la méchante, murmurai-je en montrant le message à Thomas. Les gens qui utilisent les réseaux sociaux pour les conflits familiaux ne sont généralement pas intéressés par la vérité, observa-t-il sombrement. Ils veulent de la validation. Au moment où nous sommes arrivés à mon appartement et avons déchargé mes affaires dans mon petit salon, j'avais reçu des appels ou des SMS de 3 tantes, 2 oncles et plusieurs cousins, tous me réprimandant d'avoir abandonné mes parents, après tout ce qu'ils ont fait pour moi. Aucun n'avait demandé ma version des faits. Tu veux que je reste, proposa Thomas, l'inquiétude évidente dans son expression. Je secouai la tête. J'ai besoin de digérer ça seul, mais merci pour tout. Après son départ, je m'assis au milieu des vestiges physiques de mon enfance. Des vestiges que mes parents avaient jetés aussi facilement qu'ils m'avaient jeté. Mon téléphone continuait de vibrer de notifications, d'autres parents se joignant au chœur de condamnation, des amis posant des questions confuses sur le drame familial qui se déroulait sur les réseaux sociaux. Je l'ai éteint, me suis recroquevillé sur mon canapé et j'ai finalement laissé toute la force du chagrin et de la trahison m'envahir. La famille pour laquelle j'avais tout sacrifié m'avait jeté au moment où je ne pouvais plus répondre à leurs exigences financières. L'amour que j'avais cru inconditionnel avait un prix très spécifique. Dans les jours qui suivirent,
j'apprendrais à quel point ils m'avaient complètement effacé de leur vie. Mes emails restaient sans réponse. Le courrier que j'envoyais était retourné non ouvert. Les membres de la famille qui m'avaient initialement contacté pour exprimer leur déception refusaient maintenant mes appels, n'ayant entendu que la version de mes parents. La trahison était complète, clinique dans son exécution. J'avais été réduite de fille et sœur bien-aimée à un distributeur automatique, et lorsque les retraits devaient être ajustés, j'avais été entièrement mise au rebut. Cette prise de conscience brisa quelque chose de fondamental dans ma compréhension de l'amour et de la loyauté familiale. La douleur était physique, une douleur constante sous mes côtes, un vide qui semblait résonner à chaque respiration. J'avais perdu non seulement ma famille, mais aussi ma croyance en ce que signifiait la famille. Dans ce moment le plus sombre, assise au milieu des artefacts physiques d'une vie et d'un amour dont je me demandais maintenant s'ils avaient jamais été réels, je ne pouvais pas imaginer me remettre un jour de cette blessure. Je ne pouvais pas envisager un avenir où cette douleur ne me définirait pas. Pourtant, parfois, lorsque nous atteignons notre point le plus bas, nous nous trouvons dans une position unique pour reconstruire sur des bases plus solides. Je ne pouvais simplement pas encore le voir, à travers le brouillard aveuglant de la trahison. La première semaine après ce que j'en suis venu à appeler « le verrouillage », s'est déroulée dans un brouillard de chagrin et d'incrédulité. Je me suis mise en arrêt maladie pendant 3 jours, physiquement incapable de fonctionner à cause du traumatisme émotionnel. Mon appartement, autrefois un sanctuaire paisible, semblait maintenant envahi par les fantômes de mon enfance éparpillés sur le sol du salon. Stéphanie est arrivée le 2e soir avec des plats à emporter et une détermination farouche, refusant de partir tant que je n'aurais pas mangé quelque chose de consistant. Elle m'a aidé à organiser mes affaires récupérées, créant des piles bien nettes, à garder, à stocker, à donner. « Tu es en état de choc », observa-t-elle alors que je triais machinalement des albums photos. C'est une réaction traumatique. Est-ce dramatique de parler de traumatisme, demandai-je, la voix vide. Les gens traversent bien pire. La trahison par ceux en qui tu as le plus confiance est absolument un traumatisme, insista-t-elle. Et la comparaison ne diminue pas ta douleur. Le week-end venu, j'ai dû retourner au travail, mes jours de congé maladie épuisés. L'effort de maintenir une apparence professionnelle drainait le peu d'énergie émotionnelle qu'il me restait. Lors des réunions, je me surprenais soudain à me dissocier, les voix de mes collègues s'estompant alors que je rejouais la confrontation avec ma famille, cherchant ce que j'aurais pu dire différemment. Mes performances en ont souffert de manière notable. 2 semaines après le verrouillage, Marc m'a de nouveau appelé dans son bureau. « Sophie, je suis inquiet », commença-t-il sans préambule. « Ton travail a été inhabituellement négligent ces derniers temps. L'analyse du portefeuille Durand contenait des erreurs de calcul que je ne t'ai jamais vu faire auparavant. » Je suis désolé, dis-je automatiquement. Je vais corriger ça immédiatement. Je ne suis pas inquiet pour les corrections, dit Marc, le ton adouci. Je suis inquiet pour toi. Ça ne te ressemble pas, quelque chose dans son inquiétude sincère fit craquer ma façade professionnelle soigneusement construite. À ma grande honte, les larmes montèrent et coulèrent. Je traverse des problèmes personnels, réussis-je à dire en cherchant un mouchoir. Des problèmes familiaux. Je suis désolé que cela affecte mon travail. À ma surprise, Marc partagea qu'il avait lui-même vécu une rupture familiale des années auparavant. Cherche une aide professionnelle, conseilla-t-il. Ce n'est pas quelque chose que tu devrais traverser seul. Je peux ajuster tes projets temporairement, mais j'ai besoin que tu prennes soin de toi. Cet après-midi-là, j'ai appelé 3 thérapeutes de la liste de ma mutuelle. Le docteur Alice Poirier avait un créneau la semaine suivante, et quelque chose dans son attitude calme et pragmatique au téléphone m'a interpellé. Lors de notre première séance, j'ai déversé toute l'histoire, les années de soutien financier, le sentiment croissant de dû, la confrontation et le verrouillage dévastateur. Ce que vous décrivez comporte des éléments d'abus financier, nota le docteur Poirier après avoir écouté attentivement. Votre famille a créé une dépendance, puis a utilisé la manipulation émotionnelle pour la maintenir. Abus financier ? Cela semble extrême, protestai-je. Ils ne m'ont pas volé. L'abus ne se limite pas au vol, expliqua-t-elle. Il s'agit de contrôle, de manipulation et d'exploitation. Ils ont utilisé la culpabilité, l'obligation et le chantage affectif pour obtenir un soutien financier au-delà de ce qui était raisonnable, puis vous ont sévèrement puni lorsque vous avez tenté d'établir des limites. Au cours des semaines suivantes, les séances de thérapie ont révélé des schémas auxquels j'avais été aveugle. Le docteur Poirier m'a aidé à voir comment ma famille avait systématiquement manipulé mon sens de l'obligation,
comment ils avaient conditionné leur approbation à mon soutien financier, comment ils m'avaient isolé des membres de la famille qui auraient pu offrir des perspectives alternatives. Le verrouillage, bien que traumatisant, vous offre en fait une opportunité, suggéra le docteur Poirier lors de notre 4e séance. Il crée une rupture nette qui vous permet de reconstruire votre vie et votre identité, séparée de leur exploitation. Le concept était à la fois terrifiant et libérateur. Qui étais-je si je n'étais pas le soutien de famille, la responsable, celle qui résout les problèmes? Des symptômes physiques se sont manifestés alors que je traitais le traumatisme. L'insomnie me laissait épuisé. Des crises d'angoisse frappaient sans prévenir. J'ai perdu 5 kilos le premier mois, la nourriture ayant un goût de cendre dans ma bouche. Stéphanie m'a convaincu de la rejoindre à un cours de yoga, qui est devenu un rituel hebdomadaire, m'aidant progressivement à renouer avec mon corps. Michel Caron, un collègue avec qui j'avais à peine interagi auparavant, m'a remarqué seul dans la salle de pause pendant le déjeuner et a commencé à partager ses biscuits faits maison, puis son amitié. Lentement, un réseau de soutien s'est formé autour de moi. Pas celui dans lequel j'étais né, mais celui que je choisissais et construisais intentionnellement. 2 mois après le verrouillage, sur la recommandation du docteur Poirier, j'ai rencontré Cécile Martel, une avocate spécialisée en droit de la famille, pour comprendre mes obligations légales concernant le crédit immobilier. Puisque votre nom ne figure ni sur le crédit ni sur l'acte de propriété, vous n'avez aucune responsabilité légale de continuer les paiements, expliqua Cécile après avoir examiné les documents que j'avais apportés. Vos contributions volontaires ne créent pas d'obligation légale. Mais moralement? Comment sais-je? Cécile leva la main. Je ne peux conseiller que sur les questions juridiques, mais je dirais ceci, d'après mon expérience, des relations familiales saines n'impliquent pas de coercition financière ni de chantage affectif. Documentez tout ce qui s'est passé, les paiements que vous avez effectués, la confrontation, le verrouillage. S'ils engagent une quelconque action en justice, ce qui est peu probable étant donné les circonstances, vous aurez besoin de cette documentation. Avec les conseils professionnels du docteur Poirier et d'Hélène Chevalier, ma conseillère financière, j'ai commencé à reconstruire ma sécurité financière. J'ai créé un budget strict qui donnait la priorité à la reconstitution de mon fonds d'urgence. J'ai exploré des options de revenus supplémentaires, décrochant finalement un projet de consultation qui a aidé à compenser ma réduction de salaire. Plus important encore, j'ai établi des limites fermes. Lorsque la première échéance de paiement du crédit est passée après le verrouillage, mon téléphone a explosé de messages de membres de la famille élargie, transmettant tous le même message de base, mes parents risquaient la saisie et c'était de ma faute. J'ai rédigé une réponse simple et factuelle, j'ai soutenu financièrement ma famille pendant 3 ans. Lorsque j'ai eu besoin d'ajuster ce soutien en raison de mes propres contraintes financières, ils ont choisi de couper complètement le contact plutôt que de travailler ensemble sur une solution. Je suis désolé qu'ils soient en difficulté, mais je ne suis plus en mesure d'aider. Les réponses allaient de l'indignation à une compréhension réticente, mais je suis resté ferme sur mes limites. Le docteur Poirier m'a aidé à développer des scénarios pour ces conversations difficiles et des stratégies pour gérer la culpabilité qui menaçait de me submerger. La culpabilité est le mécanisme qu'ils ont installé pour vous contrôler, expliqua-t-elle. Chaque fois que vous la ressentez, reconnaissez-la comme l'outil qu'elle est, et non comme un reflet de la réalité. 3 mois après le verrouillage, j'ai reçu ma première communication directe de ma famille. Un email sec de mon père, le crédit a 2 mois de retard. La banque menace de saisie. Besoin de ta contribution immédiatement. Nous discuterons de tes préoccupations après la stabilisation de la situation financière. Aucune excuse, aucune reconnaissance de leurs actions. Juste une autre demande avec la promesse de discuter de mes préoccupations seulement après que j'aurai repris le soutien financier. Les mains tremblantes mais le cœur résolu, j'ai répondu, je suis désolé que vous soyez confronté à une saisie. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de fournir un soutien financier pour le moment. Mon offre d'aider à créer un budget durable et à explorer des sources de revenus alternatives reste ouverte. La réponse fut une seule ligne, ton égoïsme nous coûtera notre maison. J'ai montré l'échange au docteur Poirier lors de notre séance suivante, les larmes coulant sur mon visage. Suis-je égoïste, demandai-je, le doute revenant. Devrais-je vider mon fonds d'urgence reconstitué pour les aider? Sophie, considérez ceci, dit-elle doucement. Dans une relation véritablement aimante, quelqu'un qui se soucie de vous voudrait-il que vous mettiez en péril votre sécurité financière? Refuserait-il toute aide sauf l'argent? Vous blâmerait-il plutôt que de prendre ses responsabilités?
Les questions clarifièrent ce que j'avais eu du mal à articuler. Ma famille n'était pas intéressée à résoudre ces problèmes financiers. Ils voulaient que je les résolve, quel qu'en soit le coût pour moi. Cette prise de conscience marqua un tournant dans mon parcours de guérison. La culpabilité ne disparut pas, mais son emprise se desserra. J'ai commencé à envisager un avenir défini par mes propres choix plutôt que par des obligations familiales. J'ai commencé à rechercher des programmes de master qui pourraient faire progresser ma carrière. J'ai ravivé ma passion pour la photographie, un passe-temps que j'avais abandonné par manque de temps et d'argent en soutenant ma famille. Plus important encore, j'ai commencé à comprendre que si je ne pouvais pas contrôler les choix ou les perceptions de ma famille, je pouvais contrôler ma réponse à ceux-ci. Je pouvais choisir la santé plutôt que l'obligation, les limites plutôt que l'exploitation, le respect de soi plutôt que la recherche d'approbation. 6 mois après le verrouillage, j'avais reconstitué mon fonds d'urgence, stabilisé mes performances professionnelles et développé un petit mais authentique réseau de soutien. La douleur n'avait pas disparu, je ressentais toujours cruellement l'absence de ma famille, surtout pendant les vacances et les étapes importantes, mais elle ne me consumait plus. Je commençais à comprendre que ce qui avait ressemblé à une fin pourrait en fait être un commencement, le début d'une vie construite sur des liens authentiques et un respect mutuel plutôt que sur l'obligation et la dépendance financière. Le chemin à parcourir restait incertain, mais pour la première fois depuis cette confrontation dévastatrice du dimanche, je me sentais capable de le parcourir selon mes propres termes. 6 mois après avoir trouvé mes affaires éparpillées sur la pelouse de mes parents, j'ai signé le bail d'un nouvel appartement. Ce n'était pas la maison dont j'avais autrefois rêvé, mais c'était un pas en avant. Un 2 pièces lumineux et aéré avec de grandes fenêtres et suffisamment d'espace pour un vrai bureau à domicile. Plus important encore, c'était un endroit non touché par les ombres de mon passé. Une toile vierge pour la vie que je créais désormais consciemment. Le jour du déménagement a coïncidé avec l'annonce d'une prime de performance au travail, reconnaissance d'une stratégie client réussie que j'avais développée après mon rétablissement professionnel. Marc m'avait prise à part pour m'annoncer personnellement la nouvelle. « Je suis fier de la façon dont tu t'es comporté ces derniers mois », dit-il. Des analystes moins chevronnés se seraient effondrés sous les pressions personnelles que tu as subies. En rangeant mes affaires dans mon nouvel espace, j'ai réalisé quelque chose de profond. Pour la première fois depuis des années, chaque euro que je gagnais m'appartenait, alloué selon mes propres priorités et valeurs. Mes décisions financières n'étaient plus dominées par les obligations familiales. La liberté était à la fois exaltante et terrifiante. En collaboration avec Hélène, j'ai élaboré un plan de redressement financier complet. Nous avons mis en place des virements automatiques pour reconstituer mes cotisations de retraite. Nous avons créé un calendrier réaliste pour l'accession à la propriété qui tenait compte de ma réduction de salaire mais ne sacrifiait pas ma qualité de vie actuelle. Nous avons même budgétisé de petits luxes, des billets de concert, des dîners occasionnels avec des amis, un cours de photographie que je voulais suivre depuis longtemps. La santé financière ne se limite pas à l'épargne, me rappela Hélène. Il s'agit de dépenses intentionnelles qui correspondent à vos valeurs. Mes séances de thérapie avec le docteur Poirier se sont poursuivies, bien que nous ayons réduit la fréquence à mesure que ma stabilité émotionnelle augmentait. Nous avons travaillé sur le deuil complexe de la rupture familiale, la colère, la culpabilité, les vagues périodiques de tristesse qui me submergeaient encore parfois. Considérez le deuil comme le prix de l'amour, suggéra TL lors d'une séance particulièrement difficile. Vous êtes en deuil parce que votre amour pour votre famille était authentique, quelle que soit leur réponse. Cette perspective m'a aidé à honorer mes sentiments sans être consumé par eux. Je pouvais reconnaître la douleur de la perte tout en continuant à avancer dans ma vie. 7 mois après le verrouillage, j'ai appris par des bruits de couloirs familiaux que la maison de mes parents était officiellement en procédure de saisie. Malgré les limites que j'avais établies, l'information a déclenché une nouvelle vague de culpabilité et de doute. Ce soir-là, j'ai appelé le docteur Poirier pour une séance d'urgence. Je pourrais empêcher ça, dis-je en faisant les 100 pas dans mon nouveau salon. J'ai assez dans mon fonds d'urgence maintenant pour mettre leur crédit à jour. Vous pourriez, acquiesça calmement le docteur Poirier. Mais qu'est-ce que cela leur apprendrait? Et qu'est-ce que cela vous coûterait? Pas seulement financièrement, mais émotionnellement et psychologiquement. Cela signifierait vider à nouveau mon filet de sécurité, reconnu jeu, et probablement rétablir le schéma de dépendance. Et d'après leur comportement passé, que se passera-t-il probablement une fois que vous aurez payé cette fois-ci? La réponse était évidente. Ils s'attendraient à un soutien continu et le cycle recommencerait. Au lieu d'envoyer de l'argent,
j'ai rédigé un email soigneusement formulé offrant une aide non financière, aide à la recherche de logements abordables, contact avec des services de conseil financier, aide à la recherche d'emploi pour mon père et mon frère. Je l'ai envoyé, sachant qu'il serait probablement rejeté ou ignoré, mais cela m'a permis d'offrir un soutien conforme à mes limites. Comme prévu, l'email est resté sans réponse. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message LinkedIn de Julien, la première communication directe d'un membre de ma famille immédiate depuis des mois qui ne soit pas une demande d'argent. Son message était bref. Il avait de nouveau été licencié et avait du mal à trouver du travail. Plutôt que d'envoyer de l'argent, je l'ai mis en contact avec un recruteur d'une entreprise de fourniture de bureaux que je savais en phase de recrutement. À ma surprise, Julien a effectivement donné suite, passé un entretien et s'est vu offrir un poste de débutant avec des avantages et des perspectives d'évolution. Merci pour le contact, m'a-t-il envoyé après avoir accepté l'offre. Aucune excuse pour le passé, aucune reconnaissance de la rupture, mais c'était quelque chose, un minuscule pont sur le gouffre qui s'était formé entre nous. Pour la remise de diplôme prochaine de Clara, j'ai mis en place une fiducie éducative qui l'aiderait à rembourser ses prêts étudiants si elle conservait un emploi et participait à des ateliers d'éducation financière. La structure garantissait que je pouvais aider sans encourager la dépendance. Par un ami commun, j'ai appris qu'elle avait accepté l'arrangement à contre-cœur, bien qu'elle se soit plainte des conditions contrôlantes. Mes parents sont restés complètement silencieux, même alors qu'ils faisaient face à la perte de leur maison. Par la famille élargie, j'ai entendu dire qu'ils avaient trouvé une location plus petite et qu'ils imputaient entièrement leurs difficultés financières à mon abandon. Leur version des faits me blessait, mais j'apprenais à séparer les perceptions des autres de ma réalité. Comme le docteur Poirier me le rappelait souvent, vous ne pouvez pas contrôler leur histoire à votre sujet. Vous ne pouvez que vivre votre vérité avec intégrité. Un an après le verrouillage, j'ai organisé une petite réunion dans mon appartement, une célébration personnelle de mon parcours vers la santé et l'indépendance. Stéphanie était là, ainsi que Michel du travail, Thomas qui m'avait aidé ce jour terrible, et plusieurs nouveaux amis que je m'étais fait grâce à mon cours de photographie et à mon bénévolat. Alors que nous partagions un repas et des conversations, j'ai réalisé que j'avais créé quelque chose de précieux, une famille choisie, liée par le respect mutuel, des limites saines et une attention sincère plutôt que par l'obligation et l'enchevêtrement financier. Un toast, annonça Stéphanie en levant son verre. À Sophie, qui m'a appris ce qu'est le vrai courage. Le courage de choisir la santé plutôt que l'harmonie, la vérité plutôt que le confort, et le respect de soi plutôt que l'approbation. Les mots me firent monter les larmes aux yeux, non pas de douleur, mais de reconnaissance. Le voyage avait été atroce, mais j'en étais sorti plus forte, plus sage et plus authentiquement moi-même. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de ma mère. Sa voix était hésitante, manquant de l'autorité confiante qu'elle avait autrefois. Nous devrions parler, dit-elle simplement. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, un café à mi-chemin entre nos domiciles. Mes parents sont arrivés ensemble, l'air plus âgé et plus effacé que dans mon souvenir. La conversation fut maladroite, hésitante, ni accusatrice ni particulièrement chaleureuse. Ils ne se sont pas excusés pour le verrouillage ni pour les mois de silence. Au lieu de cela, ils ont parlé de leurs difficultés à s'adapter à leur situation réduite, des défis du marché locatif, de la difficulté de recommencer à zéro à la cinquantaine. J'ai écouté avec compassion, mais j'ai maintenu mes limites. Lorsqu'ils ont finalement abordé le sujet de l'aide financière, j'étais prête. Je tiens à vous, dis-je avec soin. Mais notre relation ne peut plus être basée sur le soutien financier. Je peux aider d'autres manières, candidature, planification budgétaire, mise en relation avec des ressources, mais le soutien financier direct n'est pas quelque chose que je peux fournir. L'expression de mon père se durcit momentanément avant qu'il n'acquiesce avec une acceptation réticente. Ma mère parut déçue, mais pas surprise. Nous nous sommes quittés avec des plans timides pour nous revoir le mois suivant. Un petit début fragile à ce qui pourrait éventuellement devenir une relation plus saine, bien que je n'entretinsse aucune illusion quant à une réconciliation immédiate ou à des changements spectaculaires dans leur perspective. En rentrant chez moi, j'ai réfléchi aux leçons profondes de l'année écoulée. Le véritable amour n'utilise pas l'effet de levier financier comme moyen de contrôle. Les relations saines impliquent la réciprocité, pas le sacrifice unilatéral. Les limites ne sont pas égoïstes, elles sont nécessaires à une connexion authentique. Prendre soin de soi n'est pas facultatif, c'est le fondement qui nous permet de vraiment prendre soin des autres. La famille peut être choisie et créée, pas seulement héritée. Peut-être plus important encore,
j'avais appris que ma valeur n'était pas liée à ma capacité financière ou à mon utilité pour les autres. J'avais de la valeur simplement pour être moi-même, avec toutes mes forces, mes faiblesses, mes limites et mes rêves. Ces leçons ont eu un coût énorme, la rupture temporaire, peut-être permanente, de mes relations familiales, des mois de douleur émotionnelle, des revers financiers et l'effondrement de croyances profondément ancrées sur la loyauté familiale. Pourtant, sans ce verrouillage dévastateur, j'aurais pu continuer indéfiniment dans ce schéma insoutenable, sacrifiant mon avenir sur l'autel de l'obligation familiale. Maintenant, je me tiens dans ma vérité. Aimer ma famille ne nécessite pas de cautionner des schémas destructeurs. Soutenir les autres ne signifie pas sacrifier mon propre bien-être. Et parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire pour nous-mêmes et pour les autres est de dire non, lorsqu'oui perpétuerait le mal. Récemment, une jeune collègue m'a approché et a mentionné en passant qu'elle aidait temporairement ses parents avec leur crédit immobilier. Reconnaissant le schéma qui m'avait piégé, je l'ai invitée à déjeuner et j'ai partagé avec douceur une partie de mon expérience et les leçons que j'avais apprises. Comment savoir quand on aide par rapport à quand on cautionne, demanda-t-elle, l'expression troublée. Une aide saine donne aux bénéficiaires les moyens de devenir indépendants, expliquai-je. Cautionner crée la dépendance. Une aide saine s'accompagne d'attentes transparentes et de délais. Cautionner est illimité et en expansion. Et peut-être plus important encore, une aide saine ne compromet pas votre propre sécurité financière ou votre bien-être émotionnel. Alors qu'elle considérait ces distinctions, j'ai vu la prise de conscience poindre dans ses yeux. Le début d'une sensibilisation qui pourrait l'aider à éviter le chemin douloureux que j'avais parcouru. Si vous regardez ceci et que vous vous trouvez dans une situation similaire, soutenir financièrement votre famille au-delà de vos moyens, vous sentir piégé par l'obligation, sacrifier votre avenir pour le confort présent des autres, veuillez vous demander si vous aidez vraiment ou si vous cautionnez. Demandez-vous ce qui se passerait si vous établissiez des limites. Réfléchissez à savoir si l'amour et le soutien financier se sont dangereusement entremêlés dans vos relations. Le chemin vers des limites saines peut être douloureux, surtout avec la famille, mais il mène à des relations authentiques basées sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière. Et finalement, c'est ce que nous méritons tous, des liens qui honorent notre valeur au-delà de ce que nous pouvons fournir matériellement. J'aimerais beaucoup entendre vos expériences avec les dynamiques financières familiales dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous établi des limites qui ont été initialement douloureuses mais finalement curatives? Luttez-vous actuellement avec des situations similaires? Vos histoires pourraient aider d'autres personnes à reconnaître des schémas dans leur propre vie. Veuillez aimer cette vidéo si elle a résonné en vous, abonnez-vous pour plus d'histoires de croissance personnelle à travers des circonstances difficiles, et partagez avec quiconque pourrait bénéficier de cette perspective. Merci de faire partie de mon parcours de guérison. Et rappelez-vous, la vraie famille, qu'elle soit de sang ou choisie, soutient votre croissance, respecte vos limites et vous aime pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez fournir.